Et si, et si votre propre ombre devenait soudain plus réelle que vous? C'est la question un peu glaçante que pose Hans Christian Andersen dans un de ses contes les plus sombres, L'ombre. On va plonger ensemble dans cette histoire d'identité, d'ambition et du pluie terrible de la vérité quand elle fait face à l'illusion. Alors, tout commence dans un pays du Sud, sous une chaleur écrasante. Imaginez un savant, un homme venu des pays froids du Nord, qui se retrouve là-bas, complètement vidé, épuisé par ce soleil qu'il ne connaît pas. Le jour, le soleil l'épuise, et son ombre, elle, rétrécit jusqu'à presque disparaître. Mais la nuit, c'est tout l'inverse. Un phénomène étrange se produit. Son ombre s'étire, elle grandit, comme si elle reprenait vie, reprenait les forces que son maître avait perdues. Son unique distraction, c'est la maison d'en face. Une maison silencieuse, mystérieuse. On raconte que c'est là qu'habite la poésie elle-même. Et de cette maison s'échappe parfois une musique envoûtante. Un soir, alors qu'il est sur son balcon, il observe son ombre qui s'étire de l'autre côté de la rue. Elle se projette pile sur le balcon fleuri de la maison mystérieuse, juste à côté de la porte qui est entr'ouverte. C'est presque une invitation. Et là, dans un élan de curiosité un peu joueur, il dit à son ombre comme une blague. « Allez, vas-y, rends-toi utile pour une fois. Entrevoir ce qu'il s'y passe, mais il ne reste pas trop longtemps. » Juste une petite phrase lancée en l'air. Sauf que, à sa grande surprise, l'ombre obéit. Elle se détache de lui et glisse à l'intérieur de la maison. Le savant, un peu secoué, rentre se coucher. Le lendemain matin, c'est l'horreur. Sa plaisanterie est devenue une réalité. Il n'a plus d'ombre. Les années passent. Le savant finit par se faire pousser une nouvelle ombre, toute petite, toute chétive. Il rentre chez lui et tombe dans l'oubli. Il écrit des livres sur la vérité et la beauté que personne ne lit. Et puis un soir, des années plus tard, on frappe à sa porte. C'est un homme très élégant, très riche. C'est son ombre originelle, devenu un homme. Mais comment c'est possible? Eh bien, l'ombre lui raconte. Elle a pénétré dans la maison de la poésie et là, elle a tout vu, tout appris sur la nature humaine. Elle a compris qui elle était vraiment et surtout ce qu'elle pouvait devenir. Et attention, c'est là que tout bascule. Son pouvoir ne vient pas de la poésie, non. Il vient du fait qu'elle était invisible et qu'elle a pu observer la face cachée du monde. Elle a vu les secrets que personne ne doit connaître, les vices, les faiblesses des gens. Et cette connaissance, c'est devenu sa plus grande force, sa monnaie d'échange. En utilisant les secrets des gens, le chantage, il est devenu riche, puissant, respecté. Le monde, qui ne savait rien de sa vraie nature, s'est mis à ses pieds. Et c'est là qu'on arrive au deuxième acte de cette histoire. L'ombre, maintenant au sommet de sa puissance, a une proposition à faire à son ancien maître. Une proposition qui va tout changer, de la plus terrible des manières. L'ombre retrouve le savant, qui est malade, pauvre, désespéré. Elle lui propose de l'aider, de payer ses dettes, de l'emmener en voyage pour qu'il se refasse une santé. Il n'y a qu'une seule condition. Le savant devra devenir son ombre. Au début, le savant est horrifié, bien sûr, mais il est tellement au fond du trou qu'il finit par accepter. Et là, les rôles s'inversent complètement. Le maître devient le serviteur, la substance devient l'ombre, et la question se pose vraiment, qui est l'homme et qui est l'ombre? Leur voyage les mène dans une station thermale. Ils y rencontrent une princesse qui souffre d'un mal très particulier. Elle voit trop clair, c'est-à-dire qu'elle est trop lucide, elle voit la vérité des gens et des choses, et ça la rend malade. L'ombre, qui est un manipulateur de génie, voit tout de suite l'opportunité. Elle présente le savant comme étant sa propre ombre, qu'elle aurait habillée par fantaisie. Et la princesse, fascinée par cette idée complètement absurde, est guérie sur le champ. L'illusion la sauve de la vérité qui la faisait tant souffrir. On a ici une illustration parfaite de ce retournement de situation. L'homme de savoir, la substance, est maintenant perçu comme une simple ombre, un accessoire, alors que l'ombre, elle, est perçue comme un homme de substance, un futur mari pour la princesse. C'est le monde à l'envers. La veille du mariage royal, l'ombre vient voir son ancien maître pour lui dicter ses conditions finales. Et elles sont terribles. C'est un asservissement total, la négation absolue de ce qu'il a été. Là, c'en est trop. Le savant se rebelle enfin. Il refuse et menace de tout révéler, de crier la vérité à la face du monde. C'est moi l'homme, et tu n'es qu'une imposture, une ombre habillée. Et la réponse de l'ombre, elle est d'un calme qui fait froid dans le dos. En gros, elle lui dit « Personne ne te croira. Le pouvoir, l'apparence, c'est moi qui les ai. Sois raisonnable, sinon j'appelle les gardes. » Et bien sûr, c'est ce qui arrive. Le savant est arrêté. Il est déclaré fou par la seule personne qui connaît la vérité et il est jeté en prison. Dans ce nouveau monde créé par l'ombre, la vérité n'a plus aucune valeur face à une illusion bien construite. Le coup de grâce, il vient de la princesse.
Quand elle apprend que la pauvre ombre est devenue folle, elle suggère, avec un pragmatisme glacial, qu'il vaudrait mieux s'en débarrasser discrètement. La vérité est devenue un simple désagrément qu'il faut éliminer. Le tableau final est terrible, pendant que toute la ville célèbre le mariage en grande pompe, avec des feux d'artifice et de la musique. Dans le silence d'un cachot, le savant, la substance, la vérité est exécuté. Et ce conte nous abandonne avec cette question, une question qui, je trouve, est plus pertinente que jamais aujourd'hui. Dans un monde obsédé par l'image, par les apparences, qu'est-ce qui est le plus réel finalement? La substance ou l'ombre? La vérité ou l'illusion qu'on a tous choisi de croire?